Et donc, quand on a une efficacité qui frôle la perfection, on peut comprendre d'une part que le message transmis soit qu'il faille se dépêcher avec une autorisation de mise sur le marché, parce que je répète encore une fois, 3000 cancers du col, c'est 3000 cancers de trop, 1000 décès, c'est 1000 décès de trop, et à tel point que l'autorisation de mise sur le marché a même été activée dans un certain nombre de pays, notamment les États-Unis, où le vaccin, le Gardasil, a bénéficié d'un statut de priorité. Vous voyez ici deux dates qui me semblent assez évocatrices de la problématique. En décembre 2005, le fabricant dépose son application et en France, en 2006, on a l'autorisation de mise sur le marché, donc avec un délai d'à peine quelques mois, pour réévaluer toutes les études et prendre des décisions. Alors, tout ça pour vous expliquer qu'il y a un premier message fondamental à retenir, c'est que nous partions tous, y compris le fabricant, y compris les autorités de santé, y compris les médecins, sur une diminution attendue dans le groupe vacciné, qui variait en fonction évidemment de ce qu'on appelle la prévalence des HPV 16 et 18, c'est-à-dire de combien ces HPV 16 et 18 représentaient en termes de pourcentage de lésions, qui variait entre, on va dire, 55 et 70%. C'est donc le nombre total de lésions dues à tous les virus qui nous importe. Une petite diversion pour vous expliquer comment ont été obtenus les résultats cliniques sur le Gardasil. Vous allez voir que ça a aussi une importance. On a fait des études donc, sur des femmes âgées de 9 à, je ne sais pas si on peut les appeler des femmes, des fillettes de 9 à 26 ans, sur des garçons. Et puis on les a enrôlés, en fait, sans tenir compte d'un certain nombre de critères, c'est-à-dire sans tenir compte du fait qu'ils étaient ou qu'ils n'étaient pas porteurs de virus au départ. On les a enrôlés sans tenir compte non plus du fait qu'ils allaient ou qu'ils n'allaient pas suivre le protocole dans son intégralité, à savoir est-ce que tout le monde va recevoir les 3 doses vaccinales, il y en a certaines qui n'en ont reçu qu'une, est-ce que tout le monde va être suivi de la même façon, parce que certaines ont déménagé, etc., etc. Et sur la base de ça, ont été faites 4 études randomisées, ayant enrôlé 20 000 sujets en tout. Voilà les 4 études randomisées, elles portent des numéros, il y a la 5, la 7, la 13 et la 15. Pour les spécialistes, la 13 c'est la future 1, la 15 c'est la future 2. La 7, c'est une étude randomisée, la 5 aussi, mais la 5, je l'ai mise en jaune, elle n'a pas vraiment d'importance, parce que alors que ces 3 études ont été faites avec le Gardasil, c'est-à-dire le produit qui contient les 4 souches vaccinales, la 6, la 11, la 16 et la 18, l'étude 5 a été faite avec un petit Gardasil qui ne contenait que la souche 16, et en conséquence, au plan statistique et au plan de la crédibilité, il est difficile de mélanger les choses. Vous verrez sur votre droite du tableau les temps de suivi de ces patientes pour déterminer quelle est l'efficacité du vaccin. Vous voyez que ça se compte plus en mois qu'en années, hein, le maximum étant de 2,6 années ici, et donc ce sont des temps qui sont quand même relativement courts. Alors, qu'est-ce qu'une randomisation? Qu'est-ce qu'un tirage au sort? Je m'excuse pour les éventuels confrères qui sont là, mais c'est surtout pour les journalistes. Vous avez bien compris que quand on demande à des gens de participer à une étude, ben on aura de tout dedans, et puis après on est obligé de refabriquer les groupes de telle sorte à obtenir des groupes qui sont homogènes, parce qu'on ne peut pas comparer un groupe de femmes qui a reçu 3 doses vaccinales à un groupe de femmes qui n'aurait reçu qu'une injection. On ne peut pas comparer des femmes qui étaient porteuses au début des souches virales avec celles qui n'étaient pas porteuses, et donc on essaie de comparer ce qui est comparable. Et quand on essaie de comparer ce qui est comparable, mais ça c'est valable absolument pour toutes les études faites en médecine, hein, c'est pas seulement pour le Gardasil, on obtient 2 grands groupes. Un groupe que j'appelle population idéale, qui est ce qu'on appelle le groupe per protocole, c'est-à-dire des femmes qui, au début, qui ne sont porteuses d'aucun des 4 virus vaccinaux, surtout qui ont parfaitement suivi le protocole, donc qui ont reçu toutes les doses de vaccin, et très très important, qui ont pu être suivies de façon tout à fait correcte, parce que si on ne peut pas les suivre, bien entendu, on ne peut pas tirer de conclusion sur l'efficacité du vaccin. Et puis de l'autre côté, vous avez tous les autres groupes, qui ont aussi un intérêt, hein, parce que ça permet de voir un tout petit peu dans la... Ça permet à votre gauche de voir dans l'idéal ce que va donner le vaccin, alors qu'à droite, ça nous permet de voir ce qui va se passer dans la vraie vie sur le vaccin, c'est-à-dire en fait, quand on vaccine une population qui n'est pas très gentille parce qu'elle ne respecte pas exactement tous les protocoles.
Et pourquoi est-ce que ça a une importance? Parce que le présupposé au départ, l'hypothèse de départ, mais qui est juste, c'est de dire Gardasil n'est pas un vaccin qui va soigner, Gardasil est un vaccin qui va prévenir, et donc il ne faut pas être surpris de trouver une efficacité diminuée si on vaccine des filles qui sont déjà porteuses du vaccin. Le vaccin n'est pas prévu pour ça. Le vaccin est prévu pour vacciner des filles avant qu'elles soient porteuses du vaccin. Pardon? Du virus, excusez-moi. Oui, vous m'aviez compris, je vous remercie. Non mais c'est la preuve que vous me suivez, je suis très content. Et donc, il est évident que dans les populations en intention de traiter, c'est-à-dire les populations générales, il est normal que l'on trouve au bout du compte une efficacité qui va être moindre que dans un groupe idéal, qui est la population per protocole. Et donc, si vous le voulez bien, on va axer le débat sur cette population per protocole qui représente un tout petit peu l'idéal absolu, c'est-à-dire une fillette qui sort du ventre de sa maman avec un garçon qui sort du ventre de sa maman, on la vaccine immédiatement, et peut-être que sur le long terme, ce sont ces chiffres-là qui sont, donc ceux de la population per protocole, qui sont les chiffres qui pourraient nous intéresser. Alors ça, je laisse tomber, ça c'est simplement pour vous montrer que dans les études, on nous explique en fait comment ont été réaffectés les gens pour créer les groupes. Un tableau quand même qui doit vous montrer pourquoi cette population per protocole est importante. C'est le seul dans lequel les 3 doses vaccinales ont été données, les femmes n'étaient pas porteuses des virus au départ, et surtout elles ont pu être suivies correctement. Et donc c'est ce groupe-là qui va nous intéresser, tout le reste étant soumis au plan statistique à des biais, comme on les appelle, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des groupes qui n'ont pas la fiabilité nécessaire pour en tirer une quelconque conclusion. Au passage, un groupe ici qui, en fonction du temps et des définitions, enfin en fonction du temps et des différentes publications, a changé de définition. Le follow-up était 1 mois, il est devenu 7 mois, il est revenu 12 mois, enfin bref, on refabriquait un peu les groupes comme on voulait, mais ce n'est pas le problème parce que c'est un groupe qui n'est pas per protocole. Alors deuxième message à retenir, on va rechercher les données de la littérature qui sont publiées dans la population, pour la population per protocole. Et enfin, alors là je boucle la boucle, comment est-ce qu'on va confirmer que ce modèle sans inflation des autres HPV est le bon? Eh bien, c'est très simple. Si on arrive à diminuer ça, je vous ai déjà montré la diapositive avant, le vaccin est utile. Voilà le scénario idéal auquel nous aimerions tous assister. Par contre, si le scénario c'est celui-là, eh bien vous comprenez bien qu'on a beau diminuer les virus 16 et 18, on a beau les anéantir, ça n'aura servi en termes de prévention, en termes de santé publique et en termes aussi d'information vis-à-vis de nos jeunes patientes, à rien du tout, parce que ce qu'on aura gagné d'un côté, on l'aura perdu de l'autre, et donc le vaccin est inutile. Cette dernière diapo avec les ronds qui augmentent et qui diminuent, eh bien, à nouveau, c'est moi qui vous l'ai fabriqué, mais vous verrez dans les papiers officiels qui sont donnés par les autorités qu'ils se sont penchés sur cette problématique. D'ailleurs, ils le disent. Ils disent il est important d'être sûr que le vaccin Gardasil ne va pas augmenter l'incidence des autres types d'HPV. Parce que si ça augmente les autres types d'HPV, vous avez bien fait, vous avez beau éliminer une cause de maladie, mais si elle est remplacée automatiquement par une autre, c'est comme si vous aviez strictement rien fait. Donc, troisième message à retenir, il nous faut absolument une analyse totale, et non pas une analyse seulement sur les 16 et 18, pour démontrer l'efficacité définitive et globale de ce vaccin. Les 3 messages, je crois qu'ils sont clairs pour tout le monde. On s'attend à 60-65% d'efficacité. On va la chercher dans une population per protocole parce que les autres sont des populations qui sont soumises à beaucoup de discussions. Voilà. Et on va chercher les lésions dues à tous les virus. Et puis, au fond, c'est relativement simple. On fabrique un tableau avec 2 lignes, per protocole et les autres groupes. Les lésions dues au virus 16 et 18 seulement ou dues à tous les virus. Et comme je vous l'ai expliqué, ça a relativement peu d'intérêt, ça a relativement peu d'intérêt, et le critère fondamental, il est là. Celle-là, vous la connaissez déjà, je reprends les chiffres, je les mets ici. Je répète encore une fois, j'ai bien compris que les lésions qui sont dues au HPV 16 et 18 vont être diminuées dans leur intégralité, avec une efficacité à 99%. S'il vous plaît, on ne va pas revenir dessus. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si cette diminution ne s'est pas accompagnée d'une augmentation des autres lésions, qui est le critère fondamental. Et quand on recherche dans les études randomisées la réponse à
ce petit carré ici qu'on aimerait bien pouvoir remplir, eh bien on se rend compte qu'on ne trouve absolument rien du tout, alors que ce sont les seules données pertinentes. Ces chiffres n'ont tout simplement pas été publiés, ni dans l'étude 05, ni dans l'étude 07, ni dans l'étude 13, ni dans l'étude 15, ni dans l'étude publiée dans le Lancet qui fait le total, le regroupement des études 7, 13 et 15. Alors, c'est un tout petit peu embêtant parce qu'on aimerait avoir la démonstration que cette diminution que cet anéantissement complet des 16-18 se concrétise par une diminution de 70% de toutes les lésions. Et alors on va les chercher au niveau chez les organismes sanitaires, notamment à la FDA, qui eux les ont demandés. Et on trouve dans les documents officiels de la FDA, par exemple sous le tableau 23, perdu évidemment dans ces chiffres d'efficacité mirobolante de 100%, on trouve étude 015, vous la lisez avec moi, analyse de l'efficacité contre les lésions dysplasiques précancéreuses graves, 2 et 3, ou plus, c'est-à-dire les cancers invasifs, dus à toutes les souches de HPV, donc ça ressemble à ce qu'on cherche, et dans le groupe de sujets qui sont ceux qui correspondent au groupe per protocole. Donc on est content, on a les résultats, et là on doit avoir la démonstration d'efficacité du vaccin. Alors on a d'un côté 3900 patientes, on a de l'autre côté 3700 patientes, on a 44 lésions qui apparaissent d'un côté, on en a 49 de l'autre, et puis on a une efficacité de 14,4%, qui est une efficacité que bien entendu vous allez partager avec moi, ne pas être très importante et surtout ne pas être à la hauteur des espérances que nous avions attendues, mais où c'est beaucoup plus important, c'est que quand on regarde, et ça c'est quelque chose de statistique, mais ça a son importance, vous voyez que l'intervalle de confiance, alors je crois que vous êtes tous au clair avec ce que veut dire un intervalle de confiance, l'intervalle de confiance c'est la fiabilité que l'on peut apporter à ce résultat de 14,4%, alors je le traduis en chiffres crus, quand l'intervalle de confiance touche ou est inférieur à 0, ça veut dire que ce résultat est dû à la chance, ou pourrait être dû à la chance. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas 14,4% d'efficacité, il y a une efficacité moyenne qui a été trouvée à 14,4%, mais qui a toutes les chances du monde de devoir être due au jeu du hasard. Et donc, sur la base de ça, on en conclut que quand on prend le total des lésions, l'efficacité n'est pas au rendez-vous, et il n'y a pas de diminution des lésions précancéreuses dans la population per protocole, et le vaccin n'a pas montré son efficacité dans la diminution des lésions. Alors, évidemment, l'étude 15 n'est pas la seule, je vous ai dit qu'on allait parler de toutes les études, parce qu'il faut être correct et honnête jusqu'au bout, donc on prend dans le même document de la FDA le mélange ou la somme des études 7, 13 et 15, et on recommence 7, 13, 15, CIN2, 3 ou pire, tous les HPV, population per protocole. Donc, voilà, 75 lésions d'un côté, 87 de l'autre, diminution de 16,9%, donc on est de nouveau dans le même ordre de grandeur, on n'est toujours pas dans les 70, ni dans les 50, mais surtout, on a de nouveau une valeur dont, statistiquement, il est tout à fait possible qu'elle soit due au hasard. Même combat. Et alors, quand on est confronté à effectivement une diminution des lésions 16 et 18, qui est vraie, j'en suis convaincu, mais qui finalement ne se manifeste pas par une diminution globale, qu'est-ce qui se passe probablement? Eh bien, il se passe que Gardasil empêche l'apparition des lésions dysplasiques au 16 et au 18, c'est vrai, mais le terrain étant probablement permissif, alors les gynécologues oncologues savent qu'il existe probablement d'autres mécanismes que simplement la présence ou non du virus, il faut qu'il y ait une réceptivité du terrain. Alors quand le terrain est permissif, la lésion va malheureusement quand même se développer à cause des autres virus oncogènes, parce que le 16 et le 18, comme vous le savez, sont deux parmi les 15, 16, 17, on en trouve régulièrement, va se développer à cause des autres virus oncogènes qui, eux, n'ont pas été ciblés par le vaccin, et on assiste au final à l'impuissance du vaccin de diminuer le nombre total des lésions. Gardasil n'a malheureusement pas démontré d'efficacité dans ce contexte. Et le même tableau que je vous avais montré avant concernant l'efficacité sur les 16 et les 18, il y avait 100%, 80%,
Je vous la montre pour tous les HPV, et vous voyez en fait ici que quelle que soit l'étude que vous prenez, quelle que soit la population que vous prenez, quel que soit le endpoint que vous prenez à 2 exceptions près, il n'y a pas d'efficacité démontrée du vaccin dans la diminution totale du nombre de lésions. Il n'y a pas d'efficacité démontrée de la part du vaccin dans le nombre total des lésions. Et alors on peut se poser la question, à quoi ça sert de traiter une population si finalement le nombre total de malades ne diminue pas? Je vous laisse répondre. Je me permets de vous donner mon opinion sur qu'est-ce qui a été à l'origine de l'erreur, alors je vais parler pour moi maintenant, que j'ai commise quand j'ai prescrit ce vaccin au début. C'est que j'ai considéré en fait les deux variables, c'est-à-dire la variable lésion due au 16 et au 18 et toutes les lésions, comme des variables indépendantes, alors qu'en fait il s'agissait de vases communicants, alors qu'en fait le fait de diminuer d'un côté faisait remonter le niveau de l'eau de l'autre côté. Je pensais que la diminution de l'une n'aurait aucun impact sur l'autre, et que le fait de diminuer d'un côté laissait stable les 30%, et que donc du coup on se serait retrouvé gagnant. D'avoir considéré l'efficacité ponctuelle sur 16 et 18, et d'en avoir déduit par un syllogisme inconscient d'éliminer 16 et 18 aurait diminué d'autant le risque global, d'avoir cru que le vase n'était pas communicant, et de n'avoir regardé que le vase qui se vidait pour finalement donner l'autorisation de mise sur le marché. Et donc, je vous propose quelque chose qui va être édifiant pour vous dans les semaines qui vont venir, en tout cas j'espère, c'est-à-dire qu'à chaque prochaine lecture d'article, qu'à chaque prochaine lecture de publicité, à chaque prochaine lecture d'article dans un journal média, eh bien vous ne vous préoccupiez pas uniquement de la diminution des lésions dues au 16 et au 18, qui est quelque chose sur lequel on est tous d'accord, il y a une efficacité, mais que vous vous préoccupiez de savoir, finalement, s'il n'y a pas un contrepoids, une contrebalance qui fait que les autres lésions augmentent, et donc il faut avoir l'information relative à tous les virus. Et puis, je vais vous montrer quelques diapositives sur le problème de l'innocuité, puisqu'il est, on va dire, un tout petit peu trop à la mode à l'heure actuelle. Vous savez que l'innocuité d'un produit est établie aussi sur la base d'études randomisées qui sont censées comparer un produit que l'on veut mettre sur le marché, en l'occurrence le vaccin Gardasil, puisque c'est de lui qu'on parle, à une substance dite neutre que l'on appelle un placebo. Alors, le placebo jouit d'une définition officielle, en tout cas de la part de la FDA, en France je ne sais pas, mais je suppose que oui, et la FDA dit que le placebo, vous la trouvez en bas sur le site internet, le placebo est une substance inactive qui ressemble à un agent actif pour éviter les problèmes justement dit de placebo, mais qui n'a pas de valeur médicale, donc une substance que l'on va appeler une substance neutre. Et pour évaluer cette innocuité du Gardasil, le produit lui-même a été comparé à un placebo dans 12 études. Alors, voilà un peu comment les études étaient faites. Ici, c'est l'étude 5 qui a comparé le vaccin monovalent contre un placebo. Ici, c'est le Gardasil comparé contre un placebo. Ici, c'est toujours Gardasil contre placebo avec tous les effets secondaires. Il n'y a pas de différence entre le Gardasil et le placebo. Le nombre d'effets secondaires est le même. Et puis dans l'étude Futura, on dit voilà, c'est une étude randomisée contrôlée contre placebo. Alors 2000 patientes ont reçu un placebo. Ici en bas, on continue en disant voilà, c'est toujours le placebo. Enfin bref, il y a du placebo absolument partout. Vous le voyez ici. Et la conclusion, c'est que le nombre de patients qui ont rapporté un effet secondaire dans les 2,5 années, là aussi c'est un peu serré, on va dire, comme follow-up, comme suivi. Mais enfin, après 2,5 années après la 3e dose, était comparable entre le Gardasil et ceux qui ont reçu le placebo. Et en conséquence, logiquement, on en déduit que le vaccin n'a pas de raison d'être particulièrement plus dangereux que le placebo. Pas plus d'effets indésirables du vaccin que du groupe placebo. Oui, mais il y a juste un petit problème avec ce placebo. Il y a juste un petit problème. C'est que quand on regarde les études de façon correcte, on se rend compte par exemple que dans l'étude Futurin, ce qu'on appelle un placebo n'est pas une substance neutre. C'est une substance qui contient l'aluminium. Ils le disent eux-mêmes. Ils appellent ça aluminium containing placebo. Et donc ça commence à devenir difficile de dire le produit n'est pas dangereux. Ça c'est l'étude Futurin, qui est la 13. Les études sont sur internet, elles sont à votre disposition, il n'y a
rien qui a été inventé là-dedans. Voilà l'étude Future 2. Alors l'étude Future 2, alors ils disent, c'est indistinguable à l'œil nu. Aluminium containing placebo. Alors voilà quel est le placebo. Et alors, on a beau chercher dans toutes les études d'innocuité faites sur le produit, une étude qui aurait comparé la substance active, donc le vaccin lui-même, contre une substance neutre, rien du tout. La seule étude, c'est celle-ci, c'est la 18, elle porte toutes des noms de code, elle a été publiée en 2008 par Reisinger, qui lui se targue, il en est fier, et il dit « Mon étude, elle est unique, parce que mon comparateur pour le vaccin quadrivalent, c'était un placebo sans aluminium. » Bon, c'est 500 patientes, hein, contre les 20 000. Non, mais la valeur statistique sur 500 n'est pas la même que la valeur statistique sur 20 000. Donc il dit, c'est un placebo sans aluminium. Mais le placebo utilisé dans cette étude contenait toutes les autres substances. Toutes les autres substances, sauf l'aluminium. Et donc, résultat des courses, voilà ce qui s'est passé. On a un vaccin qui contient ça, c'est-à-dire les protéines immunogènes, les virus 6, 11, 16 et 18, de l'aluminium, du chlorure de sodium, la LSTD, le polysorbate, le borate de sodium, et le placebo, qui contenait tout ça, à l'exception de l'étude 18, qui, elle, ne contenait que tout ça. Et donc, la seule chose que nous puissions vraiment dire, ce n'est pas que le vaccin n'est pas plus dangereux qu'un placebo, mais c'est que le vaccin n'est pas plus dangereux que la substance à laquelle on l'a comparé, c'est-à-dire que le vaccin n'est pas plus dangereux que son adjuvant. Mais qu'est-ce qu'il en est de la dangerosité de l'adjuvant? Je ne répondrai pas à cette question, ça n'a pas fait l'objet de mon travail, je ne suis pas un spécialiste en adjuvant de vaccin, mais je crois que la question est ouverte, et je crois que le principe de précaution devrait s'appliquer. Alors, la dernière diapositive, quelques questions légitimes. On peut se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas revoir ces études, mais, allez, disons-le, en toute indépendance. Dans le laps de temps, puisque comme je vous l'ai démontré, oui, on diminue le nombre de lésions 16-18, mais non, on ne diminue pas le nombre total de lésions, et ce qui importe pour une jeune fille qui est vaccinée, ce n'est pas de savoir qu'elle ne va pas faire un cancer 16-18, mais c'est qu'elle va diminuer son risque total de faire un cancer, donc un moratoire. Il faut qu'on soit extrêmement attentif aux informations que nous donnons à la population, parce que nous assumons tous, médecins, journalistes qui relayaient l'information, spécialistes dans les hôpitaux, etc., une responsabilité, et vous savez qu'on est en période de judiciarisation très importante, une responsabilité assumée par les médecins en cas de prescription, et surtout une responsabilité, moi actuellement devant vous, je prends une responsabilité en tant qu'orateur, en vous racontant ça, et puis je crois qu'il faut être honnête, un jour ou l'autre, en fonction de ce que l'avenir va nous réserver, on pourrait être mis sur la sellette en nous demandant quelques explications. Je vous remercie. Merci beaucoup Pierre. En attendant que Joël se prépare, je vous demanderai donc de vous présenter, éventuellement si vous représentez une association ou un institut, et donner vos conflits d'intérêts si vous êtes dans le milieu médical. Je suis dans le milieu, enfin j'étais dans le milieu médical, je suis Damienne Leca-Castaigne, j'ai été longtemps chef de service à Gustave Roussy en tant que chirurgien-oncologue. Et j'ai traité, je suis contente de savoir que vous en avez traité, mais j'ai traité beaucoup de cancers du col. Ce que je ne comprends pas dans votre donnée, c'est ce qui vous a pris contre ce vaccin. Qu'on soit un peu contre la pub qui a été faite par les laboratoires, je suis d'accord. Mais quand vous nous démontrez, et c'est ce que tout le monde se demande, tous les gens, et je n'ai aucun conflit d'intérêt, je ne prescris pas, je suis à la retraite, et si tout à l'heure je vais à Fab et Cancer, peut-être payé par le comité qui m'invite, et que je ne sais pas où ils prennent leurs sous, je n'ai moi personnellement aucun conflit d'intérêt. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on sait que 16 et 18, c'est la majorité en France, et c'est la majorité dans la plupart des pays, on verra plus tard en Amérique du Sud et ailleurs. Donc on sait que c'est ça. Et les questions que l'on se pose, c'est est-ce que cette vaccination ne va pas faire l'émergence d'autres virus HPV? Eh bien vous êtes très fort d'être arrivé à nous démontrer par deux petits ronds
et 3 études que j'irai bien chiader, de savoir que oui, vous êtes sûr que HPV, contre HPV 16 et 18, ça va faire ressurgir d'autres vaccinations. À l'heure actuelle, le monde médical, le monde des vaccins, le monde des infectiologues, le monde des virologues se demandent si ça va le faire et on n'en est pas du tout sûr. Alors on est tous conscients, nous médecins, mais accepter ça comme ça c'est difficile. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour votre remarque, madame, mais je crois que vous avez mal interprété mes propos. Je ne suis pas en train de vous dire que les virologues et les infectiologues, je suis en train de vous dire simplement, et vous le savez aussi bien que moi, puisque vous m'avez dit que vous étiez chef de service religieux, c'est que lorsqu'on homologue un produit, il y a un certain nombre de règles du jeu qu'il faut respecter. Ces règles du jeu, ce sont les règles des études statistiques. Peu importe ce que pensent les épidémiologues, peu importe ce que pensent les virologues, peu importe ce que pense le monde entier, madame, à partir du moment où les études ne démontrent pas l'efficacité, vous pouvez faire penser ce que vous voulez par qui vous voulez, l'efficacité n'aura pas été démontrée. Et lorsque l'efficacité n'aura pas été démontrée, on refait une étude, mais on ne se base pas là-dessus. Cela dit, quand vous venez me dire que c'est sur la base de ces 3 études ou 4 études, je vous défie de m'en trouver d'autres. Ce sont les seules études que nous ayons à disposition. Ce sont les 3 études randomisées prospectives, il n'y en a pas d'autres. Ce sont sur ces chiffres-là que les autorisations de mise sur le marché ont été données. Donc en fait, on est en train de discuter exactement sur la même base, vous, moi, les virologues, les épidémiologues. Ce document, je vous l'envoie très volontiers. Très volontiers. Très volontiers, mais je suis surpris que vous ne le connaissiez pas. Si détaillé que ça et démontrant que le vaccin n'a pas d'intérêt sur les lésions précancéreuses et les lésions cancéreuses, dû à tous les virus, ça je ne peux pas l'admettre sur 2 diapos comme ça, donc je veux bien que vous me l'envoyiez et je veux bien qu'on en reparle tous ensemble. Madame, non, mais excusez-moi. Mais je peux me tromper. Madame, excusez-moi, je comprends parfaitement que vous ne puissiez pas l'admettre. D'ailleurs, je vais vous l'envoyer par courtoisie. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'en tant qu'experte à vie juif, vous ne connaissiez pas ces résultats. Mais si on les connaissait, mais enfin, Mais alors si vous les connaissez, pourquoi vous me posez la question? non, c'est facile de polémiquer. Mais je Si vous les polémique pas, connaissiez, madame. vous êtes seul à vous l'aider refaire les Mais je ne refais études rien, de madame. validation. Vous m'envoyez, on en discute, ça n'a pas d'importance. Moi je sais que 16 et... Attendez, je sais quand même qu'on peut dire que sur 16 et 18, la vaccination a démontré l'efficacité. Maintenant vous me cherchez 2 diapos. Ok. C'est à voir si ces 2 petites diapos avec tout virus confondu est vraiment vrai et si elle va ressortir encore plus longtemps. C'est tout. Ça, si vous avez ça, c'est bon, hein. C'était un vote sur ce débat. On va, Dr Pellerin est prêt, il reste 2 questions, 3 questions. Je voulais juste avoir, j'ai 2 questions en fait. Une petite question, c'est une précision quand vous dites que c'est pas efficace contre tous les HPV, c'est tous les HPV qui sont oncogènes, c'est pas tous les HPV qui existent, c'est les HPV à risque. Je n'ai pas dit ce n'est pas efficace contre tous les HPV. Ou alors je l'ai dit, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas efficace lorsqu'on regarde les lésions dues à tous les HPV oncogènes. C'est-à-dire que la masse globale de lésions précancéreuses ne va pas diminuer, j'en sais rien. Dans les études, on n'a pas trouvé de diminution dans la globalité des lésions. Des lésions dues à tous les HPV oncogènes. Exactement. Et alors, sinon je voulais ouvrir un petit peu le débat parce que si je vois bien, en fait, c'est un problème de remplacement de sérotypes. Voilà. On a le même problème. C'est une hypothèse. Hein. Voilà, on a le même problème avec le vaccin Prevnar finalement, le vaccin antipneumococcique. Pourquoi? Alors, est-ce que vous contestez aussi les études pour Prevnar 7 et pour Prevnar 13 parce que justement on a ces problèmes de remplacement qui vont arriver. Je vous interromps, madame, parce qu'en tant que gynécologue, je n'ai pas étudié la problématique du Prevnar. C'est déjà assez complexe comme ça pour le garde d'asile, donc laissez-moi naviguer dans les eaux du garde d'asile et ne me demandez pas de sortir sur des choses que je Mais il y a des médecins généralistes qui voilà. Et donc c'est pas vraiment le sujet du jour, mais on vous promet qu'on vous apportera une réponse dès qu'on le pourra. Encore 2 questions, je crois. Michel Coletti, je suis médecin généraliste, mais j'ai eu la chance avant d'être pharmacien. Et donc psychologiquement, quand vous êtes dans une faculté de pharmacie, on vous apprend à avoir peur des médicaments, alors que pendant les études de médecine, on vous apprend à ne pas en avoir peur. Ceci étant, je n'ai pas de lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, mais je fais quand même partie de l'association Prescrire, que les gens connaissent.
ce qui m'oblige à une certaine rigueur et une retenue dans mes propos. Ceci étant, par nature, Coletti c'est un peu méditerranéen, je vais pouvoir m'exploser un petit peu. À titre personnel, et j'engage pas du tout l'association dont je fais partie. Je fais aussi partie du Forum Indep, qui est une autre association pour la formation indépendante des médecins. Dans ce que je viens d'entendre, on a un magnifique résumé des pratiques. Vous avez d'abord un laboratoire pharmaceutique qui a envie de commercialiser quelque chose, non pas en réponse à un besoin de santé publique, mais à une possibilité de gain. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à trouver un vaccin contre le palu, parce que les Africains ne sont pas prêts de payer. Hein. Donc premièrement, on part là-dessus. Ensuite, il va se présenter auprès d'agences. Et il va fournir aux agences une partie de ce qu'il sait et de ce qu'il publie, le biais de publication. Donc là, et quid des autres virus, silence dans les rangs. Les agences qui décident, elles décident à partir des documents qu'on leur fournit. Donc pas l'intégralité, pas toutes les études. Alors il existe une base de données qui enregistre les études. S'il suffit d'aller voir sur cette base de données, il y en a plusieurs, hein, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'études qui sont engagées, qui se terminent sans publication. Toutes les études négatives, presque toutes. On en sort une de temps en temps pour avoir leur objectif. Mais les études dans lesquelles le médicament ne marche pas, il faut drôlement gratter pour les retrouver. Ensuite, elles ont affaire à des agences qui, on se demande, défendent l'intérêt des malades ou l'intérêt des firmes pharmaceutiques. C'est pas toujours évident. Donc elles donnent une autorisation de mise sur le marché, qu'elle soit européenne, française ou autre. Et nous, médecins généralistes, quand on voit arriver un nouveau médicament, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'autorisation de mise sur le marché. Donc vous avez d'abord le labo qui dissimule une partie des données à l'agence, puis l'agence qui dissimule une autre partie des données aux praticiens, et enfin, la plupart des praticiens reçoivent des visiteurs médicaux qui dissimulent 9/10 des données. Comment voulez-vous qu'à la sortie, les médecins ne prescrivent pas des choses qu'ils ne devraient pas faire? Je suis tombé sur un document qui nous a été fourni par notre député. La dernière phrase, c'est Xavier Bertrand. Le ministre dit, on voit la pub, on fiche les pharmaciens, non, c'est pas ainsi que ça se passe, on se fait pas vacciner comme ça dans la rue, il y a un avis médical, une prescription médicale et un colloque singulier entre les deux parties, je tenais à le préciser. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Ça m'est encore arrivé ce matin. Je vois madame et sa fille qui débarquent et qui disent, voilà, j'ai peur que ma fille ait un cancer du col de l'utérus, et donc j'ai acheté le vaccin qui m'a été fourni par le pharmacien, voulez-vous la piquer s'il vous plaît? Voilà. Il se trouve que quand le Gardasil est sorti en 2007, comme j'ai peur des médicaments, quand on me dit qu'il marche 9 fois sur 10, je me pose la question, il tue combien de fois sur 10? Parce qu'il y a comme la balance bénéfice-risque. Et dans la Haute Autorité de Santé a dit que les effets indésirables qui surviennent une fois sur 4000, on ne peut pas les détecter. Imaginons que le Gardasil tue une fois sur 4000, quand il est commercialisé, on ne peut pas le détecter. Donc on attend que les jeunes filles servent de cobayes pour savoir quels sont les effets indésirables rares.